La question qui vous a attiré ici, c'était êtes-vous sûr de vous posséder vraiment? Et honnêtement, moi, on s'est dit avec Rose faire une conférence sur le thème des possessions, même si on a un livre qui s'appelle comme ça, c'est un peu osé parce que ça ne va pas attirer grand monde. Parce que entendre parler des possessions aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un mot qui passe tellement. Hein. Alors donc on avait tourné ça sous forme d'humour en disant êtes-vous sûr que vous possédez vous-même? Je vous rassure tout de suite, vous êtes sûr de vous posséder, mais vous vous trompez. Voilà. Ça. Vous vous trompez parce que la conférence va vous prouver, et puis le livre quand vous le lirez, que ce n'est pas si simple que ça de se posséder soi-même, c'est-à-dire d'être maître chez soi. Ce n'est pas si simple. Et nous avons découvert effectivement avec Rose qu'il y a beaucoup de facteurs polluants, on va dire, puisqu'on va les appeler comme ça dans un premier temps, de facteurs polluants qui viennent nous envahir autant dans nos pensées que dans nos émotions, que dans notre physique. Et ces facteurs polluants, nous n'en sommes pas maîtres, puisqu'ils nous possèdent, entre guillemets, un peu comme des entités, mais en quelque chose d'un niveau un peu plus élevé. Et même si on croit et qu'on fait du mieux qu'on peut pour être maître chez soi, en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas si simple. Alors, bien sûr, on a toujours la même approche, c'est-à-dire que pour nous, tous les phénomènes qu'on appelle énergétiques, ou les phénomènes invisibles, ils ont des causes et il n'y a rien que l'on subisse qui ne soit dû au hasard. Pourtant, dans ce domaine-là, on va voir que les conséquences peuvent être beaucoup plus sévères que ce qu'on a vu l'année dernière sur le thème des entités. Les entités, ça reste encore relativement gentil, même si ça fait déjà un peu peur, le mot entité. Et quand on rentre dans le domaine des informations de possession, nous on les appelle les informations de passoire, ou de dire faire éponge des ambiances par exemple, toutes ces informations qui font qu'on n'est pas complètement maître de soi, eh bien là on rentre dans un domaine qui est un peu plus, comment qui m'a dit là, un peu plus lourd, voilà, ça peut paraître un peu plus lourd. Alors comment ça s'est découvert déjà? Et en fait, comme tout le reste, ça part de l'observation de ce qui se passe dans les maisons. Là, tout à l'heure, j'ai une personne qui m'a interrogé sur son vécu en me disant « Je ne sais pas si je dois partir de la maison parce que de toute manière, maintenant que je veux partir, ça me retient. Mais les gens me disent « Pourquoi tu restes dans cette maison? C'est complètement fou, tu devrais partir. » C'est-à-dire que les phénomènes que nous on appelle karmiques vont s'imprimer complètement dans la maison. Ça, c'est déjà une information qu'il faut absolument avoir en tête. C'est-à-dire que soigner une personne qui a des informations karmiques telles qu'on les aborde ce soir, sans soigner sa maison, ça ne va pas marcher. Parce que la première découverte qu'on a faite, je vais un peu vite, hein, mais c'est pour que vous soyez bien clair par rapport à ce qu'on va dire, la première découverte qu'on a faite, c'est qu'on ne pouvait plus actuellement dissocier, dans ce type de pathologie, dissocier l'habitant de l'habitat. Autrement dit, si on parle en symbole, l'habitant, c'est ce qui est à l'intérieur de nous et qui dit « je », et puis l'habitat, c'est le corps. Et en fait, la maison va être l'exact miroir de cette chose-là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, vous voyez mon corps, mais il y a quelque chose qui parle, qui est une présence, qui est un « je », qui est l'âme, vous pouvez appeler ça l'âme si vous voulez. Et dans une maison, il y a un habitant qui pense, qui réfléchit, qui sait, qui agit, qui fait des choses, et puis il y a une maison. Et vous avez remarqué sans doute que les habitants imprimaient leur maison. C'est-à-dire quand vous louez par exemple un appartement, la première chose que vous faites, c'est refaire les peintures, mettre vos meubles, mettre des rideaux, c'est-à-dire vous mettez votre patte et vous imprimez votre lieu. Vous dites là c'est chez moi. On pourrait dire que vous marquez votre territoire, pour parler biologique. En fait, cette volonté que l'humain a d'imprimer son territoire et de le marquer, c'est tout simplement pour pouvoir dire je suis chez moi, c'est chez moi. Ça va? Donc on est soit locataire, soit propriétaire, ça ne change rien. En tout cas, ça vous permet de dire ici, c'est ma propriété privée. Et
à partir de ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Sauf que nous, on vous a dit la dernière fois qu'il pouvait y avoir ce qu'on appelle des parasites, c'est-à-dire des gens ou des choses qui viennent vous squatter, qu'on appelle des entités, des parasites énergétiques. Et là, aujourd'hui, on va parler de possession. Alors, possession, pour nous, c'est un registre différent. Quand vous avez un parasite, si par exemple quelqu'un rentre chez vous, et par effraction, vous appelez la police et vous dites qu'il y a quelqu'un qui est dans mon salon, venez le faire partir. La police vient et met l'intrus dehors. Ça va? C'est son boulot. C'est-à-dire, la police dit, ici c'est chez monsieur Gandhi, vous n'avez rien à faire là, vous allez dehors. Quand on est dans le registre des possessions, c'est pas tout à fait comme ça. C'est comme si on avait laissé son habitat vide pendant longtemps. On est parti sur une île pendant 6 mois, et on revient, et dans notre appartement, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, des squatteurs. Il y a des gens qui font la fête, il y en a qui utilisent la cuisine, d'autres qui dorment, d'autres qui sont vautrés dans le divan, etc., etc. Et là, vous appelez la police, et vous dites, oh là, il y a plein de gens chez moi, il y a plein d'intrus. La police vient et dit, mais qui vous êtes d'abord, vous? Parce que les gens qui sont là, ils disent, non, non, on est chez nous. Alors qui vous êtes? Vous justifiez votre titre de propriété. Et vous êtes bien embêté parce que ça fait des mois, voire des années que vous n'habitez pas ce lieu. Et comment vous pouvez justifier que vous êtes propriétaire alors que les autres disent, mais enfin, ça fait des mois et des années qu'on est là. Et tous les voisins vont dire, mais oui, je les connais bien, ils sont là depuis des mois et des années. Et en fait, l'image, elle est vraiment parlante, c'est-à-dire que quand on va parler de possession, on va parler de choses qui envahissent les gens longtemps, 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 voire même toute leur vie. Voire même à la naissance. Ça va commencer comme ça. Alors, c'est une image, mais qui va vous faire prendre conscience que le soin qu'on va proposer derrière va être différent, et qu'on ne va pas se contenter de dire la police remet la loi et on enlève l'intrus. Il va falloir que le propriétaire justifie de son titre de propriété. C'est comme ça qu'on le présente dans la préface. C'est-à-dire que non seulement nous, thérapeutes, on va devoir chasser les intrus, ou les transformer, enfin ça c'est notre popote, mais en plus, il va falloir que la personne qui consulte soit vraiment déterminée à retrouver son titre de propriété, à dire, moi j'en ai marre d'avoir une voix dans ma tête qui me parle, j'en ai marre de ressentir toutes les émotions des voisins, j'en ai marre d'avoir des douleurs dans le corps qui se baladent partout, je veux être chez moi. Et vous allez me dire, d'accord, et tout le monde est d'accord pour ça, sauf que vous allez vous rendre compte qu'en fait, et nous on s'en rend compte en tant que thérapeute, les gens qui arrivent à ce degré de volonté, ce sont des gens qui ont beaucoup souffert. Parce qu'ils vont mettre longtemps avant d'admettre qu'ils ne sont pas maîtres chez eux. Ils vont mettre longtemps avant de reconnaître que ça les embête. Ils vont mettre longtemps avant de reconnaître qu'ils souffrent et qu'ils en ont marre. Et puis surtout, il y a un jeu qui va se passer à l'intérieur de la personne entre toutes ces choses qui envahissent. C'est qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que l'on est réellement. Est-ce que je suis cette voix qui parle dans ma tête et qui dit des jurons, par exemple? Est-ce que je suis ces émotions ou pas? Si je ressens des angoisses, je peux dire je ressens des angoisses, je vais chez un psychothérapeute et je dis je ressens des angoisses. Mais quel est ce je? Est-ce que vous êtes sûr que ce je, c'est vous? On n'en sait rien. En fait, qu'est-ce que c'est ce je qui pense dans nos têtes? Qu'est-ce que c'est que ce je qui ressent dans notre corps et dans nos émotions? Eh bien, quelquefois, il faut des années pour se rendre compte que l'on s'est associé à quelque chose qui n'est pas nous, en fait. Ça va? Vous me suivez jusque-là? J'aime bien le public de Grenoble parce qu'ils suivent. Voilà. C'est la première fois qu'on fait une conférence sur ce thème et c'est un ballon d'essai. Je vous ai dit parler des possessions. Voilà, c'est un peu. Alors en fait, comment ça nous est arrivé? Parce que bien sûr, tout ce qu'on, comme l'a dit Joachim, tout ce qu'on raconte dans nos livres, on l'a vécu. Donc on a été, et on est peut-être encore possédé. C'est affreux de dire ce mot-là. C'est-à-dire on n'est pas sûr de se posséder complètement. Hein? On est toujours dans le doute de dire est-ce que ça c'est bien moi ou pas moi. Ça nous apprend à éveiller notre conscience et notre vigilance en fait. Vous allez voir qu'en fait c'est très très intéressant de travailler sur ce domaine. Donc en fait
nous, on était déjà en train de découvrir, on avait déjà découvert les entités, et puis toutes les pollutions de lignées, et on avait déjà vu des choses avec des gros mots, du style magie noire, paranormal, malédiction, mauvais œil, des pollutions qu'on trouve dans les lignées. Et donc avec Rose, on était habitués à avoir des patients qui venaient nous voir qui étaient, entre guillemets, graves, c'est-à-dire qui vivaient des choses difficiles et que la médecine n'arrive pas à traiter. Donc une fois, on a eu, dans la même journée, on a eu 2 hommes qui sont arrivés. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on savait faire les soins d'entités, tout ça, mais eux, ce qu'ils avaient comme symptôme, c'était un peu plus grave que ce qu'on avait entendu jusque-là, c'est-à-dire qu'il y avait carrément une voix qui leur parlait dans la tête. Il y en a un, la voix disait de tuer sa femme, alors il disait, je ne lui dis pas, d'accord, ne lui dis pas, et il y avait une voix qui lui disait, tue ta femme. Et l'autre, il disait, je suis comme un lion en cage, enfin, peu importe les termes. Enfin, tous les deux décrivaient une situation intérieure qu'ils maîtrisaient, mais qui était insupportable parce que, bien sûr, ça activait de la culpabilité et plein d'autres choses, parce qu'ils entendaient dans leur tête des choses. Il y en a même un qui voyait des animaux. Enfin bref, on a eu 2 cas comme ça, très très spéciaux. Et on s'est dit, bon, ce sont des entités. Alors effectivement, ils avaient une entité dans la tête. Et au fur et à mesure qu'on enlevait l'entité, ça continuait à parler. Ça nous a paru bizarre. Et puis surtout, le soin, il a duré plus d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et on n'en voyait pas le bout. Et c'est comme si leur corps énergétique était complètement poreux. En fait, c'est comme s'il y avait plein de trous dans leur corps. Et à partir de là, on a découvert donc ces 2 cas, puis surtout ce qui était aussi très très parlant, c'est qu'ils nous ont raconté la même vie. Ils avaient, quand on cherche avec les baguettes, on date depuis quand viennent les phénomènes, etc., etc. Et on a trouvé les mêmes dates symboliques, et quasiment c'était des copier-coller tous les deux. Alors nous, maintenant, on sait que quand la vie nous envoie 2 cas similaires, elle a encore fait ça ce matin et hier, on prépare le prochain livre, Joachim. En fait, quand la vie nous envoie 2 cas comme ça, on se dit, on est en train de nous donner un message et il faut qu'on soit attentif parce que ça nous apprend quelque chose. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans les informations que l'on appelle de passoires. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ces 2 hommes, dont un était thérapeute et l'autre infirmier, je crois, ils étaient dans le domaine du soin comme par hasard, donc ils savaient qu'ils avaient beaucoup besoin de se soigner. Quand vous avez des thérapeutes dans la salle, écartez-vous d'eux parce qu'ils sont très graves. Je dis ça parce qu'on en a formé plein là. Les thérapeutes ont souvent beaucoup besoin de se soigner, comme les enseignants ont besoin d'apprendre et comme les forgerons ont besoin de forger. Voilà. Il y en a qui suivent. Donc les thérapeutes en question étaient de véritables passoires et ils maîtrisaient par une énergie mentale et psychique, ils arrivaient à se maîtriser, mais à l'intérieur d'eux ça bouillonnait et c'était insupportable pour eux. Bon. Et puis ensuite, comme d'habitude, on en a eu plein de cas qui sont arrivés comme ça, et on a vu qu'ils avaient tous les mêmes symptômes. Alors je vais vous les décrire, et vous allez lever la main chaque fois que vous vous reconnaissez. Ah oui, autant rire, hein. Alors, tout d'abord, il parlait d'une enfance où, dans la petite enfance, ils n'avaient pas l'impression d'avoir été élevés ou branchés sur les parents. Ils avaient l'impression de se construire un peu tout seuls. Alors au début, il y a des gens qui nous le disaient physiquement, c'est-à-dire qu'ils disaient « Ah ben moi, les 7 premières années de ma vie, j'étais chez la nounou, chez la grand-mère, ou alors j'étais au fond du restaurant, les parents travaillaient, mais moi j'étais tout seul au fond du restaurant, ou j'étais tout seul de l'autre côté de la rue, etc. » Bref, ils avaient l'impression d'avoir été, dans les premières années de leur vie, sans contact avec les parents. Ou alors, de manière plus subtile, ils disaient moi, je me suis construit tout seul. C'est pas mes parents qui m'ont construit. Je me suis construit tout seul. D'abord, je me demandais un peu ce que je faisais là-dedans. J'étais pas vraiment à ma place et mes parents, bon, pas d'accroche. Donc ça, c'est le premier symptôme. Il y en a beaucoup, là, dans la salle. Il y en a quand même quelques-uns qui doivent ressentir que, normalement, il y en a pas mal quand même qui ressentent ça. Je vous rassure après, quand vous êtes mûr pour traiter cette information, c'est que vous êtes prêt à dépasser un karma, donc c'est bien. Bon, ça fait mal, mais c'est bien. Hein, on peut dire comme ça. Donc l'enfant sans vraiment être en contact avec les géniteurs. Après, il y avait un autre symptôme, c'est que quand on a vu des gens de 40-50 ans, ils décrivaient une forme d'enfer, c'est-à-dire que plus
ils avançaient, plus ils vieillissaient, plus ils avaient des sensations douloureuses ou des problématiques psychiques douloureuses. Et moins la médecine ou les psychothérapies pouvaient les aider. C'est-à-dire chaque fois qu'ils allaient voir des thérapeutes, même des thérapeutes très compétents, ça ne marchait pas. C'est-à-dire le soin faisait une amélioration de 2-3 jours et après ça revenait. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression qu'aucune thérapie ne pouvait les aider. Donc ils en venaient à dire qu'ils vivaient une sorte d'enfer, puisque la vie c'était... Nous, l'image qu'on avait prise, c'était quand vous semez des graines de persil, ils poussent du persil, vous récoltez du persil. Eux, ils sèment des graines de persil, ils poussent du chien-dent, ils récoltent du chien-dent. Et ils disaient, mais je fais des efforts, je suis plein de bonne volonté, et malgré tout ce que je fais, je récolte exactement le contraire de ce que je devrais. C'est-à-dire, je récolte du mal, alors j'essaie de récolter du bien. Donc ça voulait dire que, quelque part, et ça a été fondamental pour qu'on comprenne l'origine de la pollution, ça voulait dire que les lois de la vie n'étaient pas respectées. Si vous voulez, par exemple, je laisse tomber le micro, il va tomber par terre, c'est la loi de l'attraction. Ben, eux, ils laissent tomber le micro, il va s'éclater au plafond. Voilà, c'est contraire à la loi, c'est bizarre. Donc quand on fait des choses réputées bonnes, tous les enseignements nous disent si vous faites le bien, vous récoltez le bien. Mais eux, même en faisant le bien, et même en faisant des efforts, ils continuent à aller mal. Et ça, c'est louche. Ou alors, il n'y a plus de justice. Vous voyez ce qu'on veut dire? Alors, dans Croce, on s'est posé la question de se dire, mais d'où ça vient, puisque, apparemment, dans la petite enfance, et les baguettes nous pointaient que l'origine remontait tout de suite à la naissance, puisque déjà c'est là d'où ça vient, puisque dans leur vie actuelle, ces gens n'ont rien fait de mal, entre guillemets, ils n'ont pas fait des choses qui méritent de tels résultats. Il ne reste plus qu'une explication à laquelle on est petit à petit arrivé, c'est-à-dire d'imaginer que les facteurs de cause viennent d'avant cette vie. Alors après, on peut dire les vies antérieures, mais comme on ne peut pas vérifier, enfin nous, avec les baguettes, ça n'a jamais voulu nous répondre. En plus, ça répondrait par oui ou par non, donc on a une chance sur 2. Donc ça ne dit pas d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est imprimé dans l'âme qui vient s'incarner, c'est-à-dire que l'âme, quand elle vient s'incarner, elle a déjà ce programme, et on peut supposer que c'est une mémoire qui vient d'avant, soit que l'âme en a besoin pour travailler, soit que ça concerne une vie antérieure. De toute manière, ça ne change rien, les gens viennent avec ça. Donc ça voudrait dire que les graines qu'on récolte dans cette vie sont semées dans d'autres endroits, dans d'autres espaces-temps, dans d'autres vies. C'est bon, ça va comme concept? Nous, ça nous suffit pour travailler. Hein, on se dit, la personne, elle vient, elle a ça à rectifier. Parce qu'à partir du moment où on constate le facteur, mais ce qui est intéressant, c'est que les baguettes dans le soin nous ont appris à traiter ça, mais elles nous ont appris aussi à montrer comment comment l'âme était en désaccord avec la vie, quelque part. Et là, ça devient passionnant parce qu'on travaille sur une dimension complètement nouvelle, c'est-à-dire on ne travaille plus sur le corps, on ne travaille plus sur le psychique, on travaille sur quelque chose de profond, qui est un ressenti tout au fond de nous, que quelque part, on a quelque chose à corriger par rapport aux lois de la vie, par rapport à nos modes de fonctionnement, tout simplement. Ça va? C'est ça qu'on appelle le karma, nous, hein, c'est pas plus méchant que ça. Sauf que, effectivement, on a vu que ça faisait des désordres très très importants, et que les premiers cas qu'on a vus, ça nous a fait un peu penser à ce qu'on trouve dans les hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire des gens possédés et qui ne sont pas eux-mêmes. Hein, on a des cas qui sont venus au début qui étaient borderline, comme on dit, c'est-à-dire qui étaient à la limite de l'internement. On a eu des gens qui venaient et qui étaient en psychothérapie depuis des années, ou suivis par des psychiatres depuis des années. Et donc, on s'est dit, on va toucher dans cette approche-là, on va toucher les maladies mentales. Mais en fait, pas du tout. Ce ne sont pas des gens qui ont des maladies mentales, ce sont des gens qui sont... Les maladies mentales, c'est autre chose. Hein. Mais ce sont des gens qui ont un tel non-respect de leur espace énergétique que n'importe quoi peut venir à travers eux et
prendre possession d'eux. Alors prendre possession soit de leurs pensées, soit de leurs émotions, soit du corps. Alors je vous décris les symptômes classiques tels que la médecine les appelle. Les gens qui sont pris au niveau psychique, on va appeler ça des bipolaires, on va appeler ça des gens qui font des burn-out, on va dire qu'ils ont en psychologie, on va dire qu'ils ont différentes personnalités, des sous-personnalités. La personne, un jour, elle est comme ça, le lendemain, elle est différente. Et tous ces phénomènes-là, pour nous, ce ne sont pas des maladies mentales, comme on se plaît à le dire partout pour vous vendre des médicaments. Hein. Je vous rappelle quand même que le but, c'est un peu de vendre des médicaments. Ça peut être des phénomènes, je ne vais pas dire tout ça sans son, mais ça peut être des phénomènes qui viennent d'informations karmiques, que nous on appelle une information de passoire, avec un psychique qui est poreux et qui laisse passer autre chose. Ça va ? Après, au niveau émotionnel, tous les gens qui font éponge, alors là, on va trouver aussi tous les médiums. Il y en a dans la salle. Alors, les médiums. Il y a des gens qui sont médiums parce qu'ils le ressentent, comme on dit médium, ils font le pont. Ils vont ressentir l'invisible, ils vont ressentir les émotions des autres, les pensées des autres, ils vont avoir des flashs. Et on a eu des cas, effectivement, je ne dis pas que tous les médiums sont comme ça, mais on a eu des cas de gens qui étaient médiums et qui en fait étaient de véritables passoires. Alors à quoi on voit qu'ils sont passoires? C'est au fait qu'ils soignent les autres souvent, parce que comme ils ont des dons pour ça, pour percevoir les émotions des autres, ça peut aider les autres, mais eux, leur vie, c'est une catastrophe. Ils venaient nous voir en disant, moi je suis donc médium, je soigne tout le monde, mais pour moi, ma vie, c'est une catastrophe. Et je n'arrive pas à gagner de l'argent, je n'arrive pas à trouver un compagnon ou une compagne, je n'arrive pas à me réaliser, etc., etc. Et surtout, quand je soigne quelqu'un, après, je dois me nettoyer. Ça, c'est louche. Parce qu'ils font éponge. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se croient médiums ou qui se disent médiums parce qu'effectivement, ils ont une information de passoire ou d'éponge. On a vu des gens qui aussi nous décrivaient non pas des facteurs négatifs, mais des facteurs très positifs. Par exemple, une personne nous avait consulté en disant je suis allé dans un stage, j'ai connu l'amour divin. C'était génial, c'était l'amour divin. On lui dit bon, très bien, et alors, pourquoi vous venez nous voir? Parce que j'ai envie de me suicider. Voilà, ça passe, vous voyez les bipolaires, l'amour divin, le suicide. Boum, c'est comme ça. En fait, ça fait une sorte de yo-yo qui est ingérable parce que la personne ne se maîtrise pas, ne se possède pas. Elle ne peut pas dire stop à l'envie de suicide, mais elle ne peut pas dire stop non plus à l'amour divin. Ou à l'archange. Il y en a qui reçoivent des archanges, les messages de Jésus, de je ne sais pas quoi. L'autre jour, j'en ai un qui m'a appelé comme ça, il m'a dit ma vie est un enfer, tout ça, etc., etc. Il m'a raconté, je lui ai dit, vous devez acheter le livre tout de suite parce que toutes les pages, ça parle de vous. Il m'a raconté tout le livre. Je lui ai dit, vous êtes typique. Et après, il m'a dit, Mouliette, vous savez, il n'y a pas de ça, je canalise aussi Jésus et l'archange Gabriel. Je dis, ouais, ça m'étonne pas, c'est aussi dans le livre. Et oui, parce que, alors, vous voyez, ça fait des yo-yo comme ça, c'est impressionnant. Donc, ça c'est au niveau là, et au niveau physique, alors là, les gens qui sont touchés au niveau physique, eux, ça va être des douleurs qui se déplacent dans le corps. Un jour, ils ont mal là, ils vont consulter, on ne trouve rien, le lendemain, ils ont mal là, on consulte, on ne trouve rien, après ils ont mal là, et bien sûr, la médecine va inventer des noms de maladies, des maladies rares, ou alors ils vont nous consulter avec quel mot déjà, des spondyarthrite, des noms. Des noms de maladies pour lesquelles il n'y a pas de médicaments, qui ne marchent pas, et puis surtout ils mettent en échec les médecins parce que les symptômes se déplacent. Ça c'est louche. Donc, les symptômes se déplacent, c'est louche. Quand le symptôme est au même endroit, on pourrait dire éventuellement il y a un parasite énergétique. Mais quand le symptôme se déplace, c'est bizarre. Et on s'est rendu compte, c'est parce que les corps énergétiques étaient poreux et qu'en fait, ça peut toucher un endroit, puis après un autre, et ça explique les déplacements des douleurs. Donc ça fait un panel de possibilités que vous pouvez mixer, et pour les gens les plus atteints, ça touche tout. Donc vous en connaissez sans doute, parce qu'il y en a plein dans la rue, et il y en a plein partout. Ce sont des gens qui ont une incapacité à gérer le psychisme, qui ont tendance à faire éponge émotionnelle, et qui ont des douleurs dans le corps inexplicables. Voilà, ils sont touchés sur les 3 niveaux. Voilà.
Ouais, alors ce qu'on retrouve beaucoup chez les enfants, c'est les grosses colères. Ben, justement, la nouvelle définition des maladies mentales là, d'Amérique, comment on l'appelle Ouais, non, c'est pas ça, ils ont trouvé les... Maintenant, ils disent que... oui, il y a eu les hyperactifs, mais maintenant, ils ont décliné dans plein d'autres maladies. Il y a notamment un enfant qui fait 2 colères graves, enfin 2 grosses colères par semaine, c'est un nouveau classement. C'est pas des hyperactifs, mais 2 colères par semaine, c'est une maladie mentale. Bon, c'est les nouvelles classifications. Mais nous, on trouve fréquemment, effectivement, chez les gamins. Les gamins peuvent avoir cette information de passoire qui se déclenche très vite. Et ces enfants, ils vont faire des cauchemars toutes les nuits, ils vont être hyper agressifs avec les autres, ou alors hyper terrorisés, renfermés. Vous voyez, ça va faire des comportements inexplicables. Et on a trouvé pas mal de cas comme ça d'enfants. Et ce qui est intéressant, quand même, j'en viens, je vais arrêter de vous faire peur, ce qui est intéressant, c'est que le soin qu'on fait marche. Ça, c'est vachement intéressant. Oui, pour les enfants, ça marche super bien, parce que les enfants, eux, ne se posent pas de questions. Et puis surtout, un enfant, il n'est pas paramétré comme un adulte depuis des années et des années. Quand un adulte fait des colères depuis qu'il est tout petit, il dit « je suis colérique ». On a eu quelqu'un il y a récemment qui a dit « je suis nerveux ». Je suis nerveux. Bon, ça fait 50 ans qu'il se dit « je suis nerveux ». Quand c'est un enfant, on lui fait le soin, lui il n'a pas imprimé je suis nerveux ou je suis colérique. Donc le soin c'est ping-pong. Du jour au lendemain, tout disparaît. On avait fait un soin sur une petite en Belgique comme ça, une petite gamine de 2 ans, hein, 4 ans. Enfin bref, les baguettes elles indiquaient tout de suite dans l'harmonisation de la maison, tout de suite ça va droit sur la gamine, pouf, elle d'abord. Bon, on lui fait le soin. Et effectivement, c'était une gamine qui, chaque fois qu'elle avait un microbe, un virus, hop, c'était les urgences entre la vie et la mort. Vous voyez comment ça, c'est grave, et la médecine ne trouvait rien, parce que la gamine, elle n'avait rien. Mais chaque fois qu'elle attrapait un rhume ou une grippe ou un truc, elle était emmenée aux urgences entre la vie et la mort. Et en fait, c'était une information de passoire, donc cette information-là, dès qu'on a fait le soin, le lendemain, c'est fini. La gamine, elle redevient normale, et puis elle fait ses... On a eu des cauchemars comme ça qui s'arrêtent du jour au lendemain. Il n'y a pas d'autre explication que ça. On fait le soin et pouf, ça s'arrête. Parce que les enfants se reconstituent très vite. Alors que les adultes, eux, il faut qu'ils se reconstruisent lentement parce que le mental, je ne sais pas si vous savez, mais votre corps est plus rapide que votre mental. Vous savez ça? Énergétiquement, vous pensez que la pensée, ça va très vite. Et si ça fait 50 ans que vous dites je suis timide, est-ce que la simple pensée de dire ben c'est fini, ça y est, c'est fini? Non, c'est pas vrai. Parce que vous avez imprimé votre mental comme un disque dur qui répète toujours inlassablement la même chose, la même croyance. Et pour croire que vous n'êtes pas timide, il va falloir l'expérimenter. Votre corps, lui, dès qu'on fait le soin, il le sait. C'est bon. On a vu dans des soins de lignée, dès qu'on fait un soin de lignée pour une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, dès qu'elle peut avoir un enfant, elle en a un. Dans les 15 jours, 3 semaines, boum, elle est enceinte. Mais son mental n'y croit pas. Son mental, il dit non, bah, ça fait 6 ans que tu essayes. Le mental n'y croit pas, il est long à changer. Elle va croire qu'elle peut avoir un enfant quand elle va voir qu'elle n'a plus de règles et qu'elle est enceinte. Mais sinon, le mental, il n'y croit pas, lui. Hein. Il continue à fonctionner toujours sur le même registre. Vous savez, vous radotez un peu dans la tête, non? Tous les matins, il faut se lever, il faut faire le café, Il paraît que 99% de nos pensées, c'est les mêmes que celles de la veille. C'est affolant. Ça fait rire. Et c'est vrai en plus. Aïe, aïe, aïe. Par contre, le corps, lui, il réagit beaucoup plus vite. Donc quand on fait un soin sur un enfant, tout de suite on voit le résultat. Quand on fait un soin sur un adulte, le soin, il faut, nous on dit 3 semaines de reconstruction, et surtout la volonté que la personne mette dans arrêter le schéma qui était faux et en mettre un vrai à la place. Alors c'est là où c'est intéressant. Quand on regarde après les causes de ces informations, on se rend compte que l'âme a été quelque part en désaccord. En désaccord avec les lois de la vie. Alors les lois de la vie, les gens nous demandent toujours qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Aujourd'hui, on a tenté d'expliquer ça en disant, par exemple, les lois du féminin, c'est qu'il y a l'attraction.
l'attraction terrestre. Si je lâche le micro, il tombe. Si je suis une fleur dans un pré, j'attire les insectes. C'est attractif. Si une femme passe dans la... Une belle femme passe là, tout le monde... C'est attractif le féminin, c'est la loi du féminin. On ne peut pas faire autrement. Si on veut empêcher le féminin d'être attractif, ça va être difficile. Même en lui mettant une burqa, les gens imaginent que dessous il y a un string ou je sais pas quoi. C'est terrible. Alors, après, dans le féminin, Rose me souffle, mais on va trouver tout ce qui est cycle. Les cycles jour, nuit, les cycles de la maturité des choses, vous voyez, les choses vont mûrir, vont pousser, mûrir, et puis dépérir, c'est des cycles de vie, de mort. Et notamment dans notre vie, on a plusieurs cycles qu'on n'accepte pas forcément. Par exemple, il y a des gens qui veulent rester enfants. Ils ne veulent pas grandir. Donc ils ne veulent pas arriver à la puberté. Et puis quand ils sont à la puberté, ils ne veulent pas devenir adultes, ils ne veulent pas devenir responsables, etc. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir. C'est rare ça, mais bon. Il y a des gens qui ne veulent pas que leur statut de mère, par exemple les femmes, que le statut de mère s'arrête. Elles veulent être des mamans toute leur vie. Alors qu'après, elles ont la ménopause, ça y travaillent, etc. Ça, c'est des cycles. Vous voyez, dans le féminin, il y a des lois comme ça. Et puis la loi du père, on dit toujours la loi du père, alors là, on va croire que c'est le surmoi des psychanalystes. Vous savez, l'œil qui nous surveille nous culpabilise. On fait un atelier culpabilité, tiens, dans 2 jours, pour affronter la loi du père. C'est génial, ça. Pour devenir coupable, pour de bon. Et en fait, la loi du père, en fait, c'est une loi qui nous fait pousser droit. Vous voyez, le soleil, quand vous mettez une plante, une graine, s'il y a du soleil, la graine, elle pousse droit. Si elle est à l'ombre, elle va s'avachir, elle va ramper, chercher de la lumière, mais elle ne pousse pas droit. Et en fait, il y a beaucoup d'informations de passoire et de possession qui viennent du refus de la loi du père. Et plein. Et on se rend compte avec Rose, là, depuis quelques jours, et c'est une tendance, on le sent bien, au début d'année, là, il y a eu quand même les phénomènes que vous savez à Paris et tout ça, là, les attentats, tout ça. On voit que la loi du père n'est plus du tout respectée, et qu'en tout cas, il y a une volonté, je ne sais pas si c'est une volonté d'ailleurs, en tout cas, il y a un essai de saboter cette loi, et on le voit beaucoup chez les gens qui ont des pathologies en bas du corps, c'est-à-dire dans les pieds froids, un manque d'enracinement, ou des gens qui planent, vous voyez, qui vont prendre de la drogue, qui vont essayer de s'évader par des substances volatiles. Vous voyez tout ça, ou par l'alcool. En fait, on va se rendre compte que cette loi du père, elle est pénible parce qu'elle nous enracine aussi, comme la loi de la mère nous attire dans la matière et la loi du père nous pousse dans la matière. Donc les deux nous importunent un peu quelque part. Surtout si on a envie de rester des âmes qui planent au-dessus. Ouais. Et puis bien sûr, en gros, je me souffle encore un peu. Il y a le fait d'accepter sa polarité, et ça va être aussi un des grands karmas, parce que là on en parle beaucoup dans le livre, parce qu'en fait, presque chaque fois, si on creuse, on va voir que derrière tous ces phénomènes karmiques, il y a le refus des polarités. Parce que les polarités, c'est un peu embêtant, que quand on va venir, on est soit homme, soit femme. Vous savez ça? Non? Bon. Vérifiez. Quand on vient dans l'incarnation, on est soit une moitié, soit l'autre, et on a l'impression d'être coupé du coup. Et on n'aime pas ça à l'âme, elle n'aime pas ça, parce que l'âme, par nature, elle n'a pas de sexe. Et quand elle va venir expérimenter du féminin ou expérimenter du masculin, et bien quelquefois, et même souvent, elle aimerait bien expérimenter les deux. Alors ça va nous donner un autre type de pollution qui va plus être des informations de passoire, qui vont être des âmes possessives. Alors ça, c'est passionnant aussi, ce truc-là. On a découvert ça l'année dernière. On avait déjà bien avancé l'écriture de cet ouvrage. Et les âmes possessives, c'est quoi? Eh bien, imaginez que l'âme, quand elle vient dans un corps, elle devrait être un œuf parfait. Vous voyez, c'est une forme un peu d'œuf, comme un œuf. Et elle devrait venir joyeuse, tranquille, en disant « Super, mes parents vont faire l'amour, et moi je vais pouvoir prendre ce corps, et l'habiter, et faire des expériences dedans, et yukaïdi, yukaïda, j'y vais. » Ça, c'est l'idéal. En fait, ça ne se passe jamais comme ça.
Parce que si ça se passait comme ça voudrait dire qu'on n'a pas de karma. Ça va? Si on venait juste pour expérimenter le beau, le bien et tout ça, et facilement, en plus, sans faire d'efforts, il n'y aurait pas de karma, il n'y aurait pas de destin, il n'y aurait pas besoin de faire des efforts. Alors la vie, elle est plus intelligente que ça. Elle a prévu que, par exemple, si vous voulez expérimenter le goût de l'eau, eh bien, votre karma, ça va être de naître dans le désert, où il n'y a rien à boire. Voilà, vous allez trouver le... C'est difficile en disant, mais elle est où l'eau? Mais ça existe l'eau, elle est où? Et donc vous allez chercher de l'eau, chercher de l'eau, chercher de l'eau toute votre vie, et quand vous allez trouver de l'eau, là vraiment vous allez l'apprécier. Alors si votre karma c'était de trouver de l'eau et qu'on vous envoie en Amazonie, où il pleut tous les jours et il y a des inondations perpétuellement, là ça n'a aucun intérêt. Hein. Il n'y a pas besoin de se fatiguer, l'eau il y en a partout. Donc vous voyez comment ça marche le karma? Si vous voulez découvrir quelque chose, la vie va vous envoyer des difficultés, va vous donner des difficultés qu'on va appeler le karma, et ces difficultés vont vous pousser à faire un effort, et donc à expérimenter ça de manière très très intense. Est-ce que vous me suivez sur l'image? Alors que la plupart des gens pensent que le karma c'est une punition. Quand on va voir des médiums par exemple, ou des gens qui travaillent sur les vies antérieures, la plupart du temps les patients ils ressortent en étant coupables, hein, parce qu'on leur dit oh là là, c'est pas étonnant que vous avez mal ici, parce que dans une vie antérieure, et vous avez fait ça à d'autres, ou vous avez vécu ça. Il y en a même une qui vient d'écrire, une femme qui a écrit un bouquin sur les façons dont on serait mort dans des vies antérieures, tué par des flèches, des arcs, des lances. C'est horrible. Horrible. Toutes les douleurs du corps, c'est parce que dans une vie antérieure, on vous a trucidé avec des aiguilles à tricoter. C'est horrible, ce truc. Et après, moi je me dis, je serais impatient, on me dit ça, j'ai mal à la cuisse, et puis on me dit, oh, mais vous avez pris un javelot, je vais l'enlever. Bon, mais ça marche, hein, parce qu'il y a des gens pour qui ça marche, et c'est peut-être vrai. Mais en tout cas, moi, ça ne me plaît pas comme vision du karma, parce que j'ai l'impression que je suis encore plus victime du phénomène. Ça va? Vous suivez? Pour moi, le karma, il faut que ça me rende responsable. Si ça me rend coupable, je n'aime pas. C'est pour ça que j'ai écrit sur la culpabilité. Hein. Tout ce qui rend coupable, c'est très très mauvais. Ce qui vous rend responsable, il faut le prendre. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des âmes invasives, et ça, c'est une synchronicité aussi de la vie, c'est-à-dire on a eu un cas assez extraordinaire, remarquable, avec un petit enfant qui avait des difficultés à 2 ans, il ne marchait pas, il ne parlait pas, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une âme en lui, dans le soin, c'était bizarre. C'était pas une âme dans ses auras, mais dans lui. C'était bizarre. Et là, la mère nous a dit en pleurs qu'effectivement, il y avait eu un décès juste avant sa conception. Qu'il avait touché, un décès qu'il avait touché. Et donc l'âme de ce décédé était entrée dans le même foetus que le petit garçon, ils étaient 2 dans le même corps. On appelle ça des âmes invasives. On a eu 2-3 cas comme ça, comme d'habitude, et on s'est rendu compte qu'en fait, ces informations d'âmes invasives, en fait, pouvaient se décliner sur plusieurs registres. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des vraies âmes invasives. Hein. Vous avez déjà lu de la littérature là-dessus? Non, pas trop. Il y en a à l'ordre du temps. Hein. Nous, on ne connaissait pas, mais il y a des livres là-dessus. Hein. Ouais. Il y en a un chez Trajectoire, justement. Et ces âmes invasives, c'est assez incroyable. Ça explique qu'il y a des gens qui ont 2 personnalités complètement différentes. Et ils peuvent même parler 2 langues. Enfin, c'est assez incroyable. Quelquefois, il y en a un qui est aux commandes et qui parle, et puis quelquefois, c'est un autre. Et donc, ça fait des choses assez incroyables que, bien sûr, on va classer dans les maladies mentales, mais qu'on peut expliquer par le fait que dans le corps, il y a 2 âmes qui essayent d'habiter le même corps. Donc, on a découvert des cas comme ça, et on s'est rendu compte après que ces informations qui sont aussi karmiques pouvaient exister parce que l'âme du propriétaire du bébé, si vous voulez, celui qui est prévu pour s'incarner dans le bébé, en fait, cette âme ne veut pas utiliser, a dit non à certaines parties du corps ou a dit non à certains aspects de la vie. Et donc l'âme invasive, elle va dire tu n'en veux pas, et bien moi je le prends. Moi, je donne un exemple assez classique. Imaginez que une âme a été prêtre ou religieux dans des vies antérieures, elle a dit moi le sexe, je n'y touche pas.
Donc elle vient s'incarner, elle revient s'incarner, puis elle dit toujours, moi le sexe, je n'y touche pas. Le bas du corps, bas caca. Mais il peut y avoir une autre âme qui dit, tu n'en veux pas, moi je la prends. Moi je vais l'habiter, je vais m'en servir. Et donc la personne, elle va être dissociée en elle. Elle va avoir une partie qui habite des zones du corps ou des symboles du corps, hein, ça revient au même, et une autre partie qui va habiter d'autres parties. Et ça va faire un sacré pataquès. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, on va se dire, mais ces gens qu'on met en prison, ces gens qu'on met à l'asile, ces gens qu'on bourre de produits chimiques parce qu'ils ont deux personnalités, on pourrait peut-être se poser la question, se dire, mais est-ce que réellement, il n'y en aurait pas une qui ne serait pas à sa place, qui n'a rien à faire là? Parce qu'en fait, les âmes invasives, ce sont toujours des âmes qui devraient repartir de l'autre côté et qui ne veulent pas. Hein, les deux, il y en a une qui ne veut pas venir avec une information, et l'autre qui ne veut pas repartir après sa mort. Et en fait, les deux se combinant, eh bien, ça peut faire ça. Alors, avec Rose, on s'est posé la question, on s'est dit, bon, est-ce qu'on découvre un truc nouveau? Non, puisqu'il y a déjà des gens qui en parlent. Il y a des médiums qui travaillent pour faire partir les âmes invasives. Et ça, on est vraiment dans le domaine des possessions, là, hein, ce qu'on appelle possession dans la littérature classique, et qu'on traite souvent par des exorcismes. Et on s'est posé la question de pourquoi on en trouve autant, et qu'est-ce que ça signifie. Et on est arrivé à la conclusion déjà que, en fait, on a une société un peu bizarre. Si vous regardez bien, on n'a plus vraiment de croyances. Il y a eu une époque, la religion nous disait il faut croire ça, et les gens le croyaient, et puis voilà. Maintenant, on a des scientifiques qui nous disent qu'il faut croire, mais les scientifiques, ils ne regardent que la matière. Et ils regardent que la matière, ils disent ce qui n'est pas de la matière. Par exemple, si il y a quelqu'un qui est chercheur au CNRS dans n'importe quoi, et qui voit une conférence de ce thème-là, il va dire mais c'est quoi leur truc? C'est complètement farfelu, c'est invisible, ça se mesure pas, c'est que des croyances, ça n'existe pas. Du coup, tout ce qui est l'âme, par exemple, rien que de parler d'une âme, quand on en parle à des médecins, ils ouvrent les yeux et puis se regardent entre eux d'un air gêné. Et si on en parle à des psys, c'est pareil. Parce que les psychologues, ils n'ont pas le droit de parler de ça. Pour eux, ça n'existe pas. Donc ces phénomènes dont on parle avec des âmes et des choses comme ça, pour eux, ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, ils ne peuvent pas le traiter. Donc par exemple, une âme invasive, nous on en a parlé à des amis psychologues avec l'histoire d'avoir plusieurs personnalités comme ça. Eux, ils expliquent ça par une problématique mentale. Bon, ils n'ont pas toujours la réponse pour le traiter, hein, je vous signale quand même. C'est pas parce qu'on dit c'est dans le mental qu'on sait le traiter. La médecine classique, elle va proposer des médicaments pour faire diminuer les symptômes psychiques, mais elle n'a pas de réponse non plus sur la cause. Si on ne rentre pas dans le concept de l'âme, c'est difficile de traiter ça. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est quand on prend ce concept et qu'on dit oui, ça peut exister, eh bien, on se rend compte que ça a des effets. Et pour revenir sur pourquoi ça se développe comme ça, c'est parce qu'en fait, on a une médecine, enfin, la médecine du corps et la médecine de l'esprit disent nous, c'est pas notre domaine, on n'en parle pas, et même ça n'existe pas, ou pire, ils disent ça n'existe pas. D'un autre côté, les gens qui meurent dans les hôpitaux, on les traite en général avec des médicaments pour que ça endorme leur souffrance. Hein, vous savez, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui meurent avec des cancers, des maladies graves comme ça. On les shoot un peu avec des médicaments. Donc quand la personne va sortir du corps, c'est souvent dans un état de sommeil ou de coma, donc on n'est pas sûr que cette âme qui sort du corps sache qu'elle est sortie du corps. Autrement dit, elle va devenir une âme errante. Et de là à penser que de plus en plus de problématiques d'âme envahissante, nous, c'est ce qu'on pense un peu. Alors, on verra si on a raison dans 10 ans, mais on pense que c'est un phénomène qui va se développer et qui est déjà en train de se développer parce qu'on constate qu'il y a plein de gamins qui ont quand même des symptômes assez violents. C'est rare des enfants qui soient calmes, qu'il n'y ait pas des terreurs nocturnes, qu'il n'y ait pas des problèmes ou alors ils sont surdoués, comme dit Rose. Vous avez des enfants à 3 ans, à 4 ans, et ils sont surdoués, on dit. On avait vu l'autre fois une vidéo d'un petit gamin de 3 ans qui faisait le chef d'orchestre, on aurait dit que c'était un chef d'orchestre. Je me dis, bon,
oh, c'est un génie. Nous, on dit non, il est possédé par un chef d'orchestre qui a pas voulu mourir. C'est possible aussi. Que le gamin soit pas surdoué, qu'il soit habité par quelqu'un d'autre. Ah oui. Il faut voir les choses de différents aspects. Nous, on est là pour vous remettre en cause vos croyances et puis vous dire, êtes-vous sûr que votre enfant il est vraiment surdoué ou est-ce qu'il est malade et qu'en fait il est possédé par quelque chose d'autre? Vous savez, on peut vraiment se poser la question, il y a des gamins qui peuvent apprendre le bottin par cœur. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah oui, il est surdoué. Bon, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui dans son mental fait ça? Voilà. Donc ça fait beaucoup de domaines en fait qu'on a découvert sur ces informations de possession. Donc d'abord les informations de passoire, avec des gens qui sont dans une porosité qui n'est pas normale. Ensuite, des informations d'âmes invasives, c'est-à-dire d'autres, le corps est habité par plusieurs âmes. Et puis, on a découvert encore plein d'autres choses, parce qu'on s'est rendu compte que ce qui vient comme information invasive, comme ça, peut venir aussi du karma. Il y a des choses que l'âme elle-même n'a pas réglées devant. Ou ça peut venir des pensées des parents pour la naissance, pour l'enfant. Tu sais, il y a des parents, quand ils font leurs enfants, ils ont une intention. Tiens, on va faire un enfant, ça va souder le couple. Personne n'a pensé ça, hein? Bon. Et bien ça va imprimer l'enfant, et ça va lui mettre une intention mentale qui va venir se coller sur son âme, et après, il va répondre au programme. On a vu aussi des informations qu'on appelle des fantômes dans les lignées. Par exemple, il s'est passé un événement il y a 4 générations, mais le secret de famille, vous savez, le truc dont on n'a pas le droit de parler. Eh bien, cette information, elle va descendre toutes les lignées, 3-4 lignées comme ça, 3-4 générations, et elle va s'incarner dans le fœtus du bébé, et le bébé, il va être comme s'il essayait de faire vivre quelque chose qui est mort il y a 3 générations. Vous voyez? Et alors ça, c'est des informations très très perturbantes parce que c'est comme si les parents se refilaient le bébé à leur enfant et ainsi de suite sur 3-4 générations. Ça peut expliquer un phénomène aussi intéressant. Alors nous, on n'a pas assez de recul pour voir sur 10 ans qu'est-ce que ça fait. Mais ça peut expliquer le phénomène qu'en psychogénéalogie et en constellation, on sait que quand on découvre un secret de famille, c'est pas pour ça que ça règle le problème. Hein, on découvre un secret de famille qui s'est passé il y a 3 générations, il y a une gamine qui est morte à 5 ans, je ne sais pas dans quelle manière atroce, et après, secret de famille, ça se dit pas. Et cette gamine morte, elle va revivre dans toutes les femmes qui vont suivre, ou même, ça peut être chez les hommes aussi, hein. On peut passer des trucs comme ça. Et on se dit, la psychogénéalogie met ça à jour et ça ne règle pas le problème, ça continue à se transmettre. Et en fait, on peut se demander si ce qu'on vient de découvrir avec Rose, la façon de le traiter qu'on a, si ça ne peut pas éliminer cette information-là. Parce que c'est comme si le fœtus, le bébé, voulait faire vivre autre chose que lui. Ça va? Ça vous parle, ça? On est dans un domaine complètement novateur, hein, parce que ça va très loin. Ça va très très loin. Vous vous rendez compte si on est capable de voir les pensées de nos parents. Je vous dis ça parce qu'on l'a fait avec Rose. On est allé voir les pensées de nos parents pour nos naissances. C'était super marrant. Et super intéressant, et ça a des effets super intéressants aussi sur nos vies. Parce que quand on se débarrasse de tout ce qui n'est pas nous, on va devenir autre chose. Et c'est là le thème de la conférence, c'est ça. C'est quand on se débarrasse de ce qui nous possède, qui n'est pas nous, et bien, derrière, on va se découvrir qui nous sommes réellement. Et ça, c'est vraiment, vraiment, tu vois, pour faire la boucle avec ce que tu as dit, le mystère, hein, c'est vraiment mystérieux, parce qu'on croit que nous sommes quelque chose, que nous sommes ça. Je suis un homme, je suis un fonctionnaire, je suis un chômeur, je suis pas quoi. Je suis triste, je suis joyeux, tout ce que vous voulez. Vous mettez des « je suis », et en fait, vous croyez ça. C'est ce qu'on appelle une identité. Bien, quand on commence à travailler ces informations-là au niveau karmique, sous l'angle des possessions, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous possèdent, qui en fait ne sont pas nous.
Et quand on va les enlever, derrière, on va se retrouver un peu plus seul, mais un peu plus en paix. C'est-à-dire que c'est bizarre comme sensation, mais quand on commence à travailler sur ces aspects-là, nous, ce qu'on a vécu et les retours que les gens nous font, c'est qu'ils sortent avec une sorte de vide, mais une sorte de paix en même temps. C'est comme s'ils découvraient à l'intérieur d'eux un vide, mais qui les met en paix. Et peut-être que c'est ça que nous sommes au fond de nous, peut-être que c'est uniquement ça. Nous ne sommes que du vide, mais comme on a tellement peur d'être du vide, en fait, on le remplit de n'importe quoi. On est prêt à prendre n'importe quelle énergie qui traîne en disant « Toi, tu n'as rien à faire, viens avec moi, je t'embarque. » Je crois que c'est un peu ça, en fait. Vous imaginez si on voyait la vie comme ça? C'est dingue, hein? Enfin, moi, je trouve ça dingue. Donc, en fait, sur ces informations de possession, on est un peu sur cette ligne-là, c'est-à-dire pour nous, les possessions, on n'est pas du tout dans l'exorcisme, qu'on soit clair. On n'est pas là pour enlever les méchants envahisseurs, les extraterrestres, les implants extraterrestres, il y en a qui font là maintenant. On entend plein de trucs, c'est hallucinant tout ce qu'on découvre pour trouver des méchants. Et en fait, ça fait peur, et surtout, ça n'a aucun sens. Alors que nous, dans notre démarche, ça a du sens. C'est-à-dire qu'on dit, voyez, on donne l'exemple du vide, là, il y a quelque chose qui est venu le remplir, et on se dit, bon, nous, on veut bien enlever ce qui est venu, l'envahisseur, on veut bien l'enlever, mais pourquoi vous avez cette forme? Si vous gardez cette forme, il y aura autre chose qui viendra, parce que le vide attire. Donc il faut d'abord retrouver un alignement, et c'est ça qui est fondamental dans tous les soins qu'on fait, c'est que la personne doit trouver un alignement intérieur pour ne plus attirer ces phénomènes. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Parce que là, je pense que j'ai fait presque le tour. Si vous avez des questions, des fois ça va approfondir. Si... Vous avez dérivé sur autre chose? Ouais. Oui, à propos de l'œuf, en fait, c'est cette histoire de la boule. Normalement, l'âme, elle vient, elle devrait être une boule parfaite, un œuf, un zéro, vous voyez, un rien. On devrait être un œuf, un rien. Mais en fait, comme on a des karmas, on vient avec des trous, des cabosses, c'est-à-dire on vient avec des trous comme ça. On n'est pas complet. Du coup, les informations envahissantes, elles viennent compléter cet œuf pour qu'on redevienne un entier. La maladie, en fait, c'est un intrus. Mais l'intrus, pour qu'il rentre, il faut qu'il ait de la place. Donc il faut qu'il y ait un trou. C'est physique. Moi, j'aime bien ramener l'énergétique à quelque chose de physique, de compréhensible. Une maladie ne peut pas rentrer en nous parce qu'on a des défenses et qu'on est plein. Si on est plein, il n'y a rien qui peut rentrer, puisque l'on est plein. On ne peut pas rentrer quelque chose dans un œuf, dans une balle de ping-pong parce que c'est plein. Par contre, dans un œuf, il suffit qu'on fasse un trou dans la coquille puis qu'on vide un peu de blanc et de jaune, il y a du trou, là, on peut mettre quelque chose dedans. En fait, pour qu'il y ait une maladie ou un envahisseur, il faut qu'il y ait un vide. Et la responsabilité que nous avons tous, c'est ce vide. C'est nous qui le créons. C'est pas quelque chose d'autre de l'extérieur qui le crée. Un envahisseur ne peut venir que si nous-mêmes avons un vide. Et nous, ce qui nous passionne dans ces thérapies, dans tous ces soins, c'est de chercher le vide du patient. C'est quoi qu'il a, c'est ce trou qu'il a eu, ce vide qu'il avait, cette peur qu'il avait, qui a fait que autre chose est venue dedans. Dans toutes les maladies, vous pouvez le prendre comme ça. Parce qu'on a un œuf, notre corps physique, on a un œuf émotionnel, on a un œuf mental, on a des couches énergétiques, et en fait, dans ces couches, on a des trous. Et chaque trou, c'est un de nos problèmes inconscients. Et le parasite qui va venir dedans ces trous, en fait, ne fait que révéler quelque chose qui est inconscient. Pour nous, c'est une aide. Quelqu'un qui a une information karmique, là, pour nous, ça veut dire que la personne est prête à dépasser son karma et à aller à autre chose. Et quand on le voit comme ça, la maladie n'est pas un ennemi, la maladie, c'est juste quelque chose qui nous aide à grandir. C'est moins culpabilisant et c'est un peu plus positif de le voir comme ça. C'est pour ça l'histoire de l'œuf. Et le lien avec le masculin-féminin? En fait, après, on a l'impression, alors là c'est philosophique, attention, hein. On a l'impression quand on vient et qu'on est polarisé, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Parce qu'on voit, c'est l'histoire de la connaissance du bien et du mal, hein. Ils vont manger le fruit, là, et après ils vont se rendre compte, oh, on a un sexe, on n'est pas pareil. Parce qu'avant, ils croyaient qu'ils étaient pareils, Adam et Ève. Ils ne sont pas sexués, ils n'ont pas de différence.
dès qu'ils trouvent la différence, ils disent « Ah, on n'est pas pareil ». Sauf que, alors bon, je suis obligé de parler de la religion, hein, parce qu'il n'y a pas de religieux. Si, il y a des religieux, mais pas de... qui n'appartiennent pas à de religion. En fait, les religions, elles nous ont trompés complètement. Elles nous ont dit, c'est l'endroit de la division, donc c'est le diable. Le diable, c'est celui qui divise. Elles nous ont dit, le sexe, c'est l'endroit de la division, donc c'est le diable. N'y allez pas. Alors que le sexe, c'est pas un endroit de division, c'est un endroit de création. C'est avec ça qu'on crée. Donc c'est un endroit spirituel et divin par excellence. C'est l'endroit le plus spirituel du corps. Le spirituel, c'est une énergie qui descend comme ça. Spirit, c'est esprit. Hein. L'esprit descend comme ça. Et il est où alors? Est-ce qu'il est là-haut? Non, puisqu'il descend. Alors il est où? Eh bien, il est dans la zone la plus spirituelle du corps, c'est le sexe. Puisque c'est l'endroit qui crée la vie. Il ne peut pas y avoir plus spirituel. Et après, vous avez une énergie, et ça c'est l'énergie yang. Donc la partie la plus spirituelle, celle où il y a le plus de feu d'ailleurs, c'est le sexe. Le feu sexuel. Hein. Et puis l'endroit la plus évolué, après il y a le yin qui remonte, qui fait l'évolution. Involution, évolution. Et en fait, l'évolution, la partie la plus évoluée du corps, la plus féminine, c'est où? C'est dans la tête, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est rempli d'eau. L'eau, c'est yin. C'est fou, hein. Alors tout le monde croit que l'esprit est dans la tête, alors qu'il était dans le sexe. Voilà. Je vous embrouille, hein. J'aime bien vous embrouiller, parce que comme ça, après, vous ne saurez plus qui vous êtes, et vous pourrez enfin être proche de la vérité. En fait, les religions ont dit ça, c'est la division. En fait, que c'est pas la division, c'est la création, et c'est même l'union, parce que les deux sexes s'emboîtent. Hein, ils forment l'œuf, justement, les deux sexes s'emboîtent, et donc il n'y a pas de division. Et au niveau sexuel, on a les deux polarités. Et une femme, elle a un vagin, mais elle a un clitoris, un petit pénis. L'homme, il a un pénis, et il a un prépuce aussi. Donc en fait, les sexes ne sont pas divisés. C'est les religions qui se sont trompées. Donc ils ont vu le diable ici, ils n'ont pas vu qu'il était dans leur tête. Bon, c'est comme ça. Non mais il y a des religieux qui le savent, hein, parce que moi j'ai fait des séminaires avec des religieux, et il y avait un prêtre qui nous le disait, hein. Il n'était pas aimé, c'était une communauté charismatique qui n'était pas bien vue du Vatican, mais il nous le disait, hein, il nous engueulait, il disait, vous cherchez le diable partout, mais il est dans votre tête le diable, ne cherchez pas, il est dans votre tête. Et il avait raison. Celui qui divise, c'est le mental, hein. C'est pas le sexe. Pourquoi il divise le mental? Parce que le mental, il fonctionne plus ou moins, et c'est comme un ordinateur, il a un électrique ou pas. Hein. Il y a de l'électricité, mais il n'y en a pas, donc c'est très binaire. Le mental, il est très bête. Si je vous dis ne pensez pas à un citron, tout le monde pense à un citron. Il n'est pas plus bête que le mental. Donc après, j'aime pas, etc. Il divise tout, bien, mal, etc. Ça va? J'ai répondu. Je vais vous donner un exemple. Parce que rien que vous, un exemple. On a eu on le cite dans le livre d'ailleurs, parce que c'était assez extraordinaire, parce qu'elle a accepté de nous faire un témoignage. C'était une jeune personne turque, de nationalité turque à l'origine, et qui est venue en France. Et elle a fait tout. Elle a fait tout. Elle a fait 10-12 ans de thérapie, elle a fait 10-12 ans de chimio, enfin de médicaments chimiques. Elle est allée voir les imams, elle est allée voir les moines bouddhistes, elle est allée voir les chamans. Elle a vu tout le monde. Je crois qu'elle avait qu'un truc qu'elle n'avait pas fait, c'était l'exorcisme. Je crois pas. Mais on en a vu d'autres qui avaient fait 2-3 exorcismes. Rien ne marche. Rien ne marche. Et donc elle témoigne, effectivement, qu'après elle a eu un soin de lignée, un soin de passoire, et puis un programme d'âme, 3 soins, et sa vie a complètement changé, complètement. Elle a arrêté tout, les médicaments, tout. Avant, elle se faisait... Alors, il y a un truc aussi qui est un phénomène assez courant chez ces gens-là, c'est qu'ils sont repoussoirs, ils sont agressés par tout le monde. Au travail, elle se faisait agresser par tout le monde. Parce qu'ils sont tellement imbibés de plein d'énergie qu'on appelle négative, que tout le monde leur dit « casse-toi, casse-toi ». Et donc, ils en arrivent à être complètement isolés socialement. Même les enfants, on avait vu une fois une femme médecin, ses enfants s'étaient barrés. Le propriétaire du local thérapeutique ne voulait plus lui louer, donc elle se retrouvait à la rue. Elle avait, enfin pas à la rue, mais elle était complètement devenue asociale en quelques années. Et donc, 3 soins comme ça, qui sont quand même tous les soins qu'on a vus là,
Ça lui a fait basculer sa vie, elle n'a plus de médicaments, elle est joyeuse. D'un seul coup, les collègues de boulot qui lui disaient casse-toi, ils lui disent t'es belle. Il y en a même qui commencent à la draguer. C'est étonnant, quoi. Moi, je trouve ça super. Et puis, le plus étonnant pour elle, c'est l'histoire de l'âme invasive qu'on a trouvée derrière. Vous voulez que je vous raconte ça? Ça, c'est, vous allez dire, ils inventent ça, c'est pas possible. Enfin, si vous avez de l'imaginaire comme ça, un jour, elle nous appelle, donc elle allait très bien, elle nous avait fait le témoignage qu'elle allait super bien, et puis elle nous dit, il y a un truc là qui s'est passé, j'étais au supermarché, et ça me fait des drôles de trucs, comme s'il y a des choses qui me traversaient, des énergies qui me traversent, et puis d'un seul coup, ça me fait ting dans la tête, des gens, et plus rien. Et je suis obligé de m'asseoir et plus rien. Donc je suis parti du supermarché, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Bon, on dit d'accord. On lui dit, ben viens. En consultation, on était en train de découvrir le problème des âmes invasives. On se dit, peut-être bien. Et donc, elle vient en consultation et on découvre que, effectivement, en elle, il y a l'âme de la cousine de sa mère. Et elle nous raconte l'histoire que c'était en Turquie. La cousine avait, sa mère avait 20 ans et sa cousine avait 18 ans. Et cette cousine était promise à un homme, comme c'est la coutume là-bas. Et à 18 ans, elle était surprise avec un amoureux. Et ils n'ont pas fait dans la dentelle, hein. À l'époque, ils n'étaient pas dans la dentelle. Les frères, et le père, et les cousins, et tout ça, tous les hommes du clan, ils sont offensés, et donc ils emmènent la gamine dans la forêt avec les revolvers, boum, ils la tuent. Et c'est un traumatisme pour toute la famille, parce qu'on a beau dire, c'est leur coutume et tout, 40 ans après, parce que la fille, elle est née, donc la mère avait 20 ans, donc peut-être 2-3 ans après, elle a eu cette fille. Et la fille, ça fait 40 ans qu'elle entend parler de cette histoire dans sa famille, et quand on en parle, elle dit « j'ai l'impression qu'il parle de moi ». C'est bizarre. Elle voit même des scènes de cette histoire, quand il parle de l'histoire de la cousine tuée, et elle voit des scènes. Et en fait, on découvre qu'il y a l'âme de cette cousine qui est en elle, c'est-à-dire il y a deux âmes dans le même corps, il y a l'âme de cette femme et puis il y a l'âme de la cousine tuée. Et en fait, la cousine, elle a été tuée dans ces conditions-là, c'est-à-dire elle a été abattue par les frères, et quand on a extrait l'âme du corps, Rose qui sent à ce moment-là les énergies qu'il y avait, elle a senti une totale incompréhension, cette cousine, elle était dans l'étonnement, elle n'a rien compris ce qui s'est passé, elle n'a pas vu qu'elle était morte, parce qu'il y a une balle qui l'a tapée en pleine tête, et enfin c'est comme ça qu'on a compris la chose, et surtout elle était que dans la pensée, mon amoureux, il est où mon amoureux? Et en fait, la femme qu'on connaît, nous, elle a vécu exactement la même histoire, mais la même histoire rebelle contre les hommes. Elle se faisait couper les cheveux, elle voulait être un homme, toute sa vie elle a voulu être un homme, elle se faisait raser le crâne. Quand son père a voulu la marier en Turquie, elle a dit non, elle a perdu 10 kilos, comme ça, elle se laissait mourir de faim. Enfin, elle était rebelle à fond, et en fait on ne sait pas si c'était elle réellement qui vivait ça, ou la cousine. C'est dingue comme truc. Et en fait, quand elle nous a raconté après, enfin, elle nous a raconté son histoire de sifflement et tout, on a compris que c'était les balles. En fait, elle sentait les balles qui la traversaient, et puis il y en a une qui fait le vide, et elle vivait la scène de la mort de la cousine. Et ce truc-là, bon, on ne peut pas inventer un truc comme ça, quand on le détricote et puis qu'on voit comment c'est construit, on dit c'est incroyable, et elle voyait les scènes, et elle était persuadée que quand on parlait de cette cousine, on parlait d'elle. Vous voyez, l'âme invasive, ce que ça fait. Et en fait, c'est parce que l'âme de cette... techniquement, comment ça se passe, c'est que l'âme de la cousine, elle est restée dans les auras de la mère, qui était très proche, c'était une cousine très proche, et quand cette femme, elle a eu sa fille, ben, l'âme est rentrée, et avait le désir de faire revivre cette histoire, de régler ce secret de famille, enfin cette histoire de famille, et donc l'âme, elle s'est incarnée dans le corps du bébé. Et à 40 ans, ben voilà, on a fait un soin pour que ça s'en aille, et depuis, plus rien. Dans sa vie, tout va bien. Et c'est assez incroyable comme témoignage. Vous voyez ce genre de choses? On voit ça dans les romans, on dit, voilà, là, quelle imagination. Et nous, on pourrait en décrire. Parce qu'on voit des choses dans les thérapies, c'est incroyable. Bref.